Franchement, moi je pense qu'on réalise pas à quel point le mercato en Ligue 1 a été exceptionnel. Salut les amis, c'est Podcast FC et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu spécial et probablement un petit peu long. Installez-vous tranquillement, prenez un petit coup à boire, mettez-vous à l'aise dans votre fauteuil. Aujourd'hui on va évoquer le mercato en Ligue 1 club par club. On aura un mot pour toutes les équipes de notre beau championnat. On va essayer de faire les choses correctement. Ça m'amène quand même malgré tout à un petit disclaimer, les amis, j'espère que vous serez compréhensifs. Forcément, de manière complètement naturelle, je ne peux pas être un suiveur assidu et qui connaît parfaitement la situation de chacun des 18 clubs de notre championnat. Alors les amis, s'il y a quelques oublis, quelques erreurs, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Au contraire, je préfère que vous le souligniez avec respect, avec bienveillance et qu'on échange dans les commentaires. Ce sera bien plus agréable pour tout le monde et beaucoup plus constructif. J'ai trouvé quelques informations par rapport au mercato, notamment sur le site MaxiFoot qui m'a beaucoup éclairé. On va avoir forcément, comme je l'ai dit, un mot pour chaque club de Ligue 1. Préparez-vous parce que ça risque d'être assez long, mais surtout un véritable moment de plaisir. On commence dès maintenant avec la première équipe. Et pour démarrer, qui de mieux que le club doyen, le Havre? Alors les amis, je vais faire un petit résumé de la situation de chaque club avant d'entamer le récapitulatif du mercato. La situation du côté du Havre, elle est vraiment pas difficile à comprendre. Le HAC est un club qui lutte avec ses moyens, qui essaye de se maintenir dans l'élite après avoir été promu et maintenu la saison dernière. Mais la problématique du HAC, on la connaît, elle est économique. Parce que oui, le Havre est un club qui malheureusement se fait un petit peu bolos par la LFP de manière incompréhensible. Voilà, personne ne sait pourquoi, mais bon, malheureusement, le Havre a récupéré beaucoup moins d'argent que les autres clubs par rapport au deal de CVC. Le budget du Havre, forcément, il est restreint, ce qui est complètement logique. La valeur de l'effectif, elle est globalement faible pour de la Ligue 1. Mais c'est pas grave, parce que le Havre lutte avec ses moyens, le Havre a fait des belles choses, le Havre s'est déjà maintenu dans l'élite, et franchement, on ne peut que saluer le travail que fait ce club, parce que les conditions, elles sont vraiment difficiles, et pourtant le Havre fait le maximum pour se sauver dans l'élite avec une situation vraiment difficile. Du côté des ventes pour le Havre, on a eu pas mal de mouvements, forcément, il fallait vendre, il fallait récupérer de l'argent, on le sait. La priorité du Havre, elle est sportive, bien sûr, parce que tu te dois de le faire, mais elle est surtout économique. La situation économique du club, je la connais pas à maximum, voilà, mais je me doute bien que le Havre n'a pas énormément d'argent et qu'il ne faut pas faire de dinguerie financière, sinon le club, à un moment donné, il pourrait se retrouver dans une galère financière assez insurmontable. Donc, fatalement, pas mal de ventes. On a eu la vente de Christopher Opéry, le latéral gauche, du côté de Başakşehir pour 2,5 millions d'euros. Steven Goura, l'attaquant, qui est parti en Belgique du côté de Bruges pour 2,3 millions. Donc là, le Havre qui renfloue un petit peu les caisses, c'est plutôt sympathique. On a eu Johan Salmier qui a été libéré de son contrat, si je ne me trompe pas, pour aller signer en Ligue 2 du côté de Clermont Foot qui a perdu Jérémy Jacquet. On a Samuel Grandsir qui lui aussi est parti pour aller signer en Ligue 2 au Stade Malherbe de Caen qui connaît une situation très très compliquée en championnat. On a Paul Arnier, un gardien qui a été prêté en Belgique au Royal Framborin. Et enfin, le transfert du jour que je n'avais pas vu venir. Voilà, Oussama Targaline, les amis, qui s'en va, qui quitte le Havre. Un super joueur qui quitte notre championnat et qui signe du côté des Pays-Bas avec un transfert au Feyenoord Rotterdam pour une somme qui pour l'instant je n'ai pas vu d'informations filtrées, donc pour l'instant je ne saurais vous dire, mais toujours est-il que voici les ventes du Havre. Du côté des arrivées, bon forcément situation économique oblige, le Havre essaye d'être malin, essaye de recruter de la qualité avec peu d'argent, là pour le coup on parle de 0 € dépensés en termes d'indemnité. On a Mamadou Diawara qui est un milieu de 19 ans qui arrive de l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un prêt sec. On a Junior Mwanga, un milieu de 21 ans qui lui a connu Bordeaux, a connu Strasbourg et maintenant va connaître le Havre toujours dans le cadre d'un prêt sec. On a Ahmed Hassan, un buteur de 31 ans qui lui est arrivé libre de Rio Ave au Portugal. Et on a enfin Fodé Ballo-Touré, qui est peut-être le joueur le plus connu de cet effectif-là dans les recrues, avec du coup forcément ce poste de latéral gauche, 28 ans, et lui il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à l'AS Monaco, et là il arrive libre en provenance de la réserve
de l'AC Milan. Globalement, je trouve que le mercato du Havre, compte tenu de l'ambition qu'il fallait, c'est-à-dire l'économie et le fait de renflouer les caisses, il est plutôt bien géré, parce que finalement, le Havre se fait de l'argent, le Havre se débarrasse de certains salaires. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a un peu de qualité quand même, parce que je considère que Diawara et Mwanga sont deux très bons joueurs. Ils sont simplement prêtés, il est vrai, mais en même temps, quand t'es dans la situation du Havre, tu peux pas te permettre de vraiment faire autrement, donc voilà, il faut se débrouiller avec les propres moyens. Je ne connais pas par contre Ahmed Hassan, donc je ne saurais pas m'exprimer dessus. Et Fodé Ballo-Touré, pour moi, est un joueur qui ne manque pas de talent. Par contre, on est sur un joueur qui aujourd'hui a une carrière un peu compliquée, il s'est jamais réellement imposé quelque part. Donc on verra bien, on espère pour les Hackmen que ça sera une belle recrue. Toujours est-il que voilà, le mercato du Havre est celui-ci, il est plutôt réussi compte tenu des objectifs, et on passe à la deuxième équipe. Et de la Normandie, on va tranquillement se déplacer en Bourgogne, les amis. Bienvenue à la JOCR qui est, il faut le dire, un promu qui est surprenant cette saison en Ligue 1. L'équipe, elle est bien en place, même si c'est une période un peu plus compliquée. Elle est, compte tenu de son statut de promu, franchement bien classée, surprenante, mais forcément, il y a la nécessité de se renforcer dans la mesure du possible. Il fallait qu'OCR puisse récupérer éventuellement, en fonction des opportunités, des bons éléments pour se renforcer, tout en se séparant de certains joueurs, bien évidemment, qui n'ont peut-être plus leur place dans l'effectif actuel. Bref, OCR devait être intelligent, être malin, d'autant plus que oui, le club aujourd'hui appartient à Gemzou, qui a un petit peu d'argent, mais pour autant, le club ne peut pas forcément faire d'énormes dingueries financières, donc il fallait gérer ça en toute mesure et en tout équilibre. Du côté des ventes, il y en a eu deux départs du côté de la JOCR. Ryan Raveloson qui lui a été transféré aux Young Boys de Berne en Suisse, voilà l'ancien club de Guillaume Moirot notamment, et on a eu le départ de Théo Pelnard qui lui est parti en Ligue 2 du côté de Laval. Une bonne recrue d'ailleurs pour les Lavallois. Pour les arrivées, là on a quelque chose qui me tient à cœur, si vous avez vu un précédent podcast, je l'ai mis dans les joueurs qui ont été les meilleurs recrues pour moi du mercato de Ligue 1, Noah Massengo qui revient à la JOCR, les amis. C'est un joueur que j'apprécie énormément, sincèrement. L'histoire, elle est très très belle de son retour à OCR. Il était arrivé en prêt il y a maintenant 2 ans, je pense, ou 1 an et demi. Il avait adoré l'histoire avec OCR. Le public l'avait complètement adopté. Il avait été performant, humainement très très bon aussi. Et aujourd'hui, voilà, Massengo est de retour dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Burnley. 3 millions d'euros pour l'option d'achat, ça me semble être quelque chose de plutôt raisonnable si Massengo est performant et revient bien. On se rappelle qu'il n'avait pas du tout joué du côté de Burnley, donc il faut retrouver une forme physique. Et enfin, on a une deuxième arrivée avec un latéral gauche de 22 ans, je crois qu'il est norvégien. Il s'appelle Frédéric Hopgaard. Il arrive en provenance du PSV pour environ 500 000 euros. Lui qui était en fin de contrat cet été. Ça, c'est le mercato de la JOCR. C'est un mercato que je considère comme étant plutôt bon parce qu'en soi, tu te sépares de Raveloson et de Théo Pelnard qui n'étaient plus des joueurs vraiment désirés, ou en tout cas qui n'étaient plus aussi utiles et importants qu'à l'époque, notamment en Ligue 2. Et derrière, tu vas récupérer Noah Massengo qui pour moi est un renfort sportif et une histoire humaine absolument exceptionnelle pour la JA. Donc c'est vraiment super. En plus, je trouve que l'indemnité, 3 millions, c'est une somme pour OCR, il est vrai. Mais d'un côté, un joueur de ce talent-là, s'il venait à se révéler et à reconfirmer ce qu'il avait déjà fait à Auxerre, ça pourrait valoir franchement 5-6 millions sans trop de problèmes, je pense. Et après, on a ce latéral gauche là que pour le coup je ne connais pas. J'attends de voir, on est plutôt sur un profil offensif, on verra bien. Mais pour moi, le mercato de la JOCR n'est pas forcément le plus complet. Il aurait peut-être fallu un renfort offensif et se séparer notamment soit de Hayé, soit de BR, soit d'un autre. Mais voilà, on va dire que OCR a fait ce qu'il a pu et que pour un mercato d'hiver, c'est plutôt sympa. On en a un autre de club sympa en Ligue 1, c'est le Stade de Reims. Et là, franchement, je vais vous dire un truc, c'est pour ça que je suis content de faire ce format, parce qu'en faisant mes recherches, j'ai appris énormément de choses par rapport au Stade de Reims. Je dois être tout à fait honnête, j'ai absolument pas suivi leur mercato, j'étais juste au courant de De Smet qui part, d'Agbadou et de Mounetsi. Le reste, je n'en savais rien du tout. Donc, le résumé de la situation de Reims, je suis très content de le savoir. C'est la sensation, en fait, que tout simplement, la vie, elle suit son cours à Reims. Voilà, j'ai l'impression que le club fait sa petite vie tranquillement, voilà, de manière sans trop de pression, sans être forcément en danger. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt tranquille du côté de Reims.
Et pourtant, Lucas Elsner a été viré et n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims. Il a perdu le groupe invisiblement. Et du coup, il voit son adjoint Samba Diawara prendre la suite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le mercato, Reims a été actif, les amis. Chez les ventes, il y a eu Mohamed Bamba, un milieu de 20 ans, qui a été transféré du côté de Gil Vicente au Portugal. On a Marshall Mounetsi qui est parti aux Wolves pour une vingtaine de millions d'euros, quand même, c'est une somme assez importante. Amin Salama prêté avec option d'achat vers le Torino. Thibaut De Smet qui lui est parti du côté du Paris FC en Ligue 2. Emmanuel Agbadou, ça c'est un transfert assez médiatique pour le coup, qui est parti toujours à Wolverhampton pour 20 millions d'euros. Et enfin, on a Maxime Bouzy qui lui est parti au NAC Breda aux Pays-Bas, et ça fait un nouveau départ pour le latéral droit. Du côté des arrivées à Reims, il a fallu forcément remplacer Marshall Mounetsi, qui était là quand même depuis 6 ans les amis, et je tiens à le souligner, c'était un joueur très important et très sympathique de notre championnat qui part, donc vraiment assez triste de le voir partir pour le coup, et il a fallu le remplacer. Pour ce faire, Reims a été chercher un milieu de 24 ans en la personne de Morik Ban, qui arrive de Gil Vicente pour à peu près 5 à 6 millions d'euros. Ensuite, on a un retour, voilà, un nouveau comeback dans notre beau championnat de Ligue 1, Jordan Siebatcheux qui fait son retour au Stade de Reims, qui était à un moment donné sa carrière en Ligue 2, et Siebatcheux, voilà, était dans ce Stade de Reims-là. Il revient au club pour 5 millions d'euros à peu près en provenance de l'Union de Berlin. Je vous avoue que je pensais pas que ça se ferait, je pensais pas du tout à cette piste, et voilà, pour être tout à fait honnête et transparent, je suis assez déçu de cette piste, qui pour moi manque d'originalité et manque de qualité. J'ai pas envie de détruire Siebatcheux gratuitement, mais bon, je pense que Reims pouvait sincèrement faire mieux. Et le mieux, ils l'ont fait pour le coup, je pense, en défense centrale. Ils ont recruté Malcolm Yang, un défenseur central de 19 ans, qui arrive du championnat suédois et du club, si je me trompe pas, de Sirius. Voilà, il arrive pour 2,5 millions d'euros, j'en ai entendu parler un petit peu. Il m'a l'air d'être vraiment bon et d'avoir un bon potentiel. On le sait, le Stade de Reims a cette faculté à savoir recruter des jeunes, faire de la post-formation, trouver des pépites. Bon, voilà, on espère que la cellule de recrutement aura à nouveau flairé le bon coup. Et ensuite, on a une dernière arrivée avec Hiroki Sekin, un défenseur de 22 ans, qui lui est japonais et arrive du championnat japonais pour à peu près 600 000 euros. Je trouve que le mercato de Reims, il est plutôt bien géré, dans le sens où, voilà, t'as fait tes grosses ventes, t'as récupéré beaucoup d'argent. Derrière, tu vas faire ce que j'appelle une classique Stade de Reims, même une classique Ligue 1, c'est-à-dire que tu vas trouver des pépites, tu vas les développer, tu vas les revendre plus cher. Bon, voilà, c'est un peu le modèle économique du trading, mais il y a des clubs qui n'ont pas le choix, il y a des clubs qui ont basé leur modèle économique sur ça, donc voilà, il faut respecter, on peut en penser ce qu'on veut, mais bon, toujours est-il que le Stade de Reims le fait plutôt bien, et on espère que ce sera une nouvelle réussite pour le club. Alors là les amis, j'espère que vous êtes prêts, bien accrochés, mettez votre ceinture, le gilet de sauvetage, le airbag, tout ce que vous voulez en termes de sécurité. On va parler du Stade Rennais les amis, voilà. La situation de Rennes, elle est compliquée, elle est vraiment compliquée. La saison du Stade Rennais, mon Dieu que c'est dur. Rennes sort tout juste d'une place de barragiste de Ligue 1 avec Habib Beye qui a été intronisé coach du club. Déjà victorieux pour son premier match, Habib Beye d'ailleurs. Habib Beye qui est d'ailleurs le 3e entraîneur de la saison pour le Stade Rennais. Les recrues de l'été, elles s'en sont allées pour la plupart dès cet hiver. Et honnêtement, Rennes a complètement fumé le mercato hivernal, étant dans le top 3 des clubs les plus dépensiers en Europe. Et ça, je peux pas vous le cacher, cette situation de Rennes, elle me fait mal au cœur et elle est quand même plutôt symbolique d'une équipe qui va mal. Bref, du côté des ventes, parce qu'il y en a eu avec beaucoup de ratés cet été, il y en a eu du côté de Rennes. Le premier, Abdelhamid Haït Boudlal qui est parti en prêt du côté d'Amiens en Ligue 2. Léo Ostigard qui est parti en prêt et il me semble qu'il y a une option d'achat du côté d'Offenheim en Bundesliga. Arthur Théat, toujours en Bundes, qui lui a été vendu définitivement à Francfort pour 16 millions d'euros. Glenn Kamara qui est parti en Arabie Saoudite avec un prêt avec option d'achat à Al-Shabaab. Amin Gouiri vendu à l'Olympique de Marseille pour environ 20 millions d'euros. Jota de retour en Écosse et au Celtic pour 10 millions d'euros. Baptiste Santamaria prêté avec option d'achat à Nice. Ensuite, on a Albert Grunbeck en prêt avec option d'achat vers Southampton cette fois-ci. Et on a un dernier prêt avec Henrik Meister qui lui est une arnaque, il faut le dire, avec un prêt
en Italie, du côté de Pise. Du côté des arrivées, il y a tout autant d'activités finalement du côté du Stade Rennais qui a complètement dynamité le mercato au lance-roquettes. On a Jérémy Jacquet qui fait son retour au club, lui qui était prêté du côté de Clermont Foot. Rennes a quand même dépensé 900 000 € pour rapatrier sa pépite. Ismaël Koné qui lui est prêté par l'OM du côté de Rennes. Kazim Olaigbe qui est un attaquant de 22 ans qui arrive pour 6 millions d'euros du côté de Bruges. On a Ayonda Chichouba qui est un milieu de 20 ans avec une arrivée de la réserve de l'Hellas Vérone et un transfert estimé à 500 000 € à peu près. Moussa Altamari qui arrive de Montpellier pour 8 millions d'euros, très bonne recrue là pour le coup. Anthony Rouault, encore une excellente recrue pour le Stade Rennais, qui lui arrive de Stuttgart avec une vraie belle progression et un transfert à 15 millions d'euros. Lilian Brassier qui fait son retour dans son club formateur en provenance du Stade Brestois. Il me semble que le prêt est du coup avec une option d'achat peut-être à 12 millions d'euros, ce qui était convenu avec l'Olympique de Marseille à la base. On a Kyogo Furuhashi qui est un attaquant de 30 ans qui lui pareil arrive d'Écosse et du Celtic Glasgow pour 12 millions d'euros. On a Brice Samba qui arrive de Lens pour 15 millions. Et enfin Seko Fofana qui lui est arrivé d'Al Nasser pour 20 millions d'euros. Alors là, les amis, j'avais déjà un peu détruit le mercato de Rennes, notamment le mercato estival. Force est de constater qu'il y a eu beaucoup de ventes qui ont été réalisées par rapport à ce même mercato estival. J'avais pointé du doigt un manque de qualité, forcément, sinon Rennes ne serait pas à cette place-là en championnat, et surtout un manque de connaissance du championnat. Force est de constater que Rennes a plutôt bien rectifié le tir, parce que finalement, des joueurs qui connaissent un peu la Ligue 1, il y en a quelques-uns, il y a notamment Seko Fofana, Brice Samba et Anthony Rouault qui ont un peu d'expérience. On a Altamari forcément qui a un petit peu d'XP avec Montpellier. Jérémy Jacquet, lui c'est un jeune crack formé au club et ça mériterait qu'on en fasse un sujet complètement spécial pour lui. Voilà, je suis assez content du mercato du Stade Rennais finalement cet hiver parce que beaucoup d'achats, c'est vrai, Rennes a dépensé 70 millions, voire même un peu plus peut-être. Mais en même temps, tu connais la situation du club, possiblement tu peux descendre, t'as de l'argent, arrive un moment les amis, je vais défendre peut-être me faire l'avocat du diable, mais je comprends que Rennes ait dépensé de l'argent, je comprends que Rennes ait fait autant de recrues, il fallait reconstruire des bases de quelque chose qui avait mal été fait cet été, alors voilà, Rennes a beaucoup dépensé, Rennes a fait énormément de recrues, mais en même temps, le contexte l'obligeait un petit peu, et je trouve que pour le coup, il y a de la qualité, il y a un peu de cohérence quand même, en tout cas, de la cohérence un petit peu retrouvée. Donc c'est plutôt cool, on souhaite aux Rennais une bonne fin de saison, et évidemment, un maintien, parce qu'on n'aimerait pas voir Rennes descendre, ce serait un peu relou. Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Bon, heureusement que je chante pas vraiment dans la vraie vie, parce que là c'est un peu dégueulasse. Les amis, on va parler de la SSE tranquillement. La situation de l'AS Saint-Etienne, elle est quand même plutôt simple à comprendre, je pense. Saint-Etienne est un ambitieux qui ne se dit pas. Eh oui les amis, racheter le club par Gazidis, si je dis pas de conneries. La SSE devait à mon avis profiter de ce mercato pour continuer ses investissements de l'été, afin de renforcer l'effectif, de contribuer à un rehaussement de niveau de l'effectif, qui pour moi est encore aujourd'hui un peu trop fébrile, principalement chez les latéraux, avec des joueurs qui aujourd'hui ont le niveau de la Ligue 2. Saint-Etienne devait se renforcer, et Saint-Etienne a connu aussi quelques départs. Mathis Amougou notamment, qui est le départ principal, lui, le milieu de terrain, un peu, vraiment, vrai crack, pour le coup, il est vraiment très très bon, qui est parti du côté de Chelsea pour 15 millions d'euros. Je regrette amèrement ce choix, mais bon, tant pis, le football est cruel, c'est pas très grave. Ensuite, on a le départ de Thomas Monconduit qui est de retour à Amiens en Ligue 2. Et enfin, on a le prêt d'Ayman Aiki qui est prêté à Bastia, toujours en Ligue 2. Du côté des arrivées, je vous avoue que je m'attendais à Saint-Etienne beaucoup plus offensif, que je m'attendais à un ASSE qui allait un peu dynamiter le mercato, poser, allez, 10-15 millions peut-être, je sais pas, et recruter des latéraux surtout, parce que vraiment là c'est compliqué. Les latéraux de Saint-Etienne aujourd'hui c'est Apia et Petro. On est en Ligue 1. Voilà, bon bref, pour moi c'est très compliqué, là c'est niveau Ligue 2, et même en Ligue 2 je suis pas sûr de vouloir Apia par exemple. Vraiment c'est chaud, vraiment c'est très très chaud. Donc je considère que le mercato de Saint-Etienne il est raté, parce que voilà, t'as pas recruté et renforcé ton équipe au poste qui était prioritaire mais dans une urgence absolue. Maintenant, je dois quand même reconnaître un truc, t'as fait 2 recrues, 2 joueurs que j'ai mis dans mon équipe un peu des recrutements de Ligue 1 cet hiver. Maxime Bernauer qui arrive en prêt
avec option d'achat en provenance du Dynamo Zagreb, qui lui est un vrai bon défenseur, il a connu la Ligue des Champions avec Zagreb, il était très solide en Ligue 2, c'est un joueur qui est vraiment pas fâché avec le ballon, et on a Irving Cardona qui avait déjà connu son succès à la SSE, qui avait conquéri le chaudron, qui lui est prêté par Augsbourg. Alors voilà, je vais pas défendre le mercato de Saint-Etienne parce que tu te renforces pas là où tu dois te renforcer, par contre, forcément, tu fais un bon central, tu fais un bon joueur offensif avec Cardona. Voilà, moi je suis conquis, il y a une valeur sentimentale aussi dans mon jugement, forcément. Mais voilà, le mercato de Saint-Etienne pour moi est incomplet. Me laisse sur la fin, ça m'emmerde un peu parce que voilà, j'aurais aimé dire du bien de Saint-Etienne un peu plus. Mais sur les recrues que t'as faites, voilà, je suis quand même assez convaincu de ce que t'as fait. Bref, maintenant on va parler de Toulouse. Et Toulouse, franchement, si je devais décrire un peu ce club, c'est le mec comme ça, au milieu de la classe. Il dit pas un mot, il se fait jamais remarquer, et en fait, tu vas l'oublier, tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que le mec a des bons résultats, que le mec a de vraies facultés, et que, même si c'est le mec dont on parle jamais, bah putain, faut le mettre en valeur. Faut le mettre en valeur, les amis, s'il vous plaît. Le TFC est en train de faire, je trouve, une vraie bonne saison, pour le coup. Il y a eu des bonnes satisfactions durant ce mercato estival, notamment Djibril Sidibé qui est vraiment très très bon de ce que j'ai vu, donc super content pour lui, pour le coup en plus Sidibé je l'aime bien. Toulouse est pas très loin de jouer l'Europe, ou en tout cas était pas très loin de jouer l'Europe il y a quelques journées. Les amis, je trouve qu'on parle pas assez de Toulouse en fait. C'est triste parce que Toulouse est un beau club, c'est un club familial, un club avec des vraies valeurs. J'ai été moi-même à Toulouse devant le stadium. Franchement, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a de l'amour évidemment pour le rugby à Toulouse, et c'est normal, mais il y a de l'amour pour le football à Toulouse. Le public y vibre, l'équipe elle est belle, l'équipe elle a été en Europe, elle a battu Liverpool, s'il vous plaît. Elle a gagné la Coupe de France. Les amis, on parle pas assez de Toulouse, alors que franchement c'est un beau club, et ça me fait un peu chier d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Bref, du côté des ventes pour le TFC, on a eu Ibrahim Sissoko, un milieu de 21 ans, qui est prêté du côté de Sheffield en Angleterre. On a vraisemblablement Denis Jorro qui est parti pour un transfert à la Corogne. On a Alex Dominguez qui est parti en prêt à Eibar. Et on a Olivier Zanden, un défenseur de 23 ans, qui lui est parti en Suède pour un transfert. Du côté des arrivées, peut-être que je me trompe, il est possible, et pardonnez-moi si c'est le cas. J'ai noté qu'il n'y avait pas spécialement d'arrivées à part des retours de prêt. Voilà, pas tellement de mouvement du côté du TFC, mais en même temps, Toulouse avait peut-être pas forcément besoin de faire trop de recrutement. Je trouve que l'effectif est plutôt bien en place. Peut-être un manque de profondeur d'effectif, mais ça c'est une réflexion après à mener. Je pense que le coach et le staff savent mieux que moi ce qu'ils font. Et voilà, très content d'avoir parlé de Toulouse. Et je trouve que le mercato, en tout cas du côté des départs, il est assez intéressant, avec des jeunes qui vont pouvoir se développer notamment. Bon, maintenant les amis, on va parler de l'Olympique Lyonnais, qui est un club, ma foi, on va dire, divertissant. L'OL a connu une situation vraiment très spéciale cette saison, notamment sur le plan extrasportif, où l'OL connaît une saison vraiment mouvementée. Interdiction de recrutement, John Textor qui continue son show à l'américaine en permanence, Pierre Sage qui a été viré, Fonseca qui est nouvel entraîneur de l'OL. Bref, il s'est passé beaucoup de choses du côté de l'OL. Pourtant, ce mercato lyonnais aura principalement été guidé par la nécessité de vendre, de récupérer du cash et en bref, de prendre un maximum d'oseille pour, entre guillemets, résorber la dette, on va dire ça comme ça. Donc du coup, forcément, on s'intéresse aux ventes. Il y en a eu beaucoup. Sekou les gars, un attaquant de 22 ans qui est parti du côté d'Al Riyad en Arabie Saoudite. Saïd Benrahma qui lui a suivi le même chemin en allant en D2 saoudienne. Wilfried Zaha qui a vu son prêt arrêté à la mi-saison, lui qui n'était pas du tout une satisfaction sportive et extra-sportive. On a eu Justin Bengui, le gardien de but, qui a été prêté là aussi. Mahamadou Diawara, on en a parlé pour le Havre, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison. Adrielson, de même, prêté à Anderlecht. Maxence Cacré pour une belle vente du côté de Como en Italie pour environ 17 millions d'euros quand même, hein, c'est pas rien. Gift Orban du côté d'Offenheim pour 12 millions d'euros. Jeffinho, 5 millions d'euros à Botafogo. Et enfin, Anthony Lopez qui avait un gros salaire du côté de Lyon, qui a fini par casser son contrat et qui s'en va du côté du FC Nantes. Pour les arrivées, c'est un peu spécial. Et évidemment, je n'adresse pas ça comme un tacle aux Lyonnais. L'OL était interdit de recrutement. L'OL, finalement, recrute quand même. Bon, évidemment, je me doute que
Thiago Almada a été recruté dans un cadre respecté, dans un cadre où la LFP contrôlait. Il arrive en prêt par Botafogo, un prêt complètement gratuit, qui permet à l'OL, franchement, de prendre un super joueur. Je l'ai mis dans mon 11, un des meilleurs recrues de Ligue 1. Pour moi, c'est un talent absolument exceptionnel, c'est un joueur phénoménal, avec un potentiel absolument stratosphérique. Très content de voir Thiago Almada en Ligue 1. C'est un petit peu spécial de le voir à Lyon, parce que quand même, mine de rien, t'as pas mal de talents offensifs, t'en rajoutes un. Je suis très content d'avoir un tel joueur en Ligue 1. Et donc voilà, le mercato de l'Olympique Lyonnais, forcément, t'avais la nécessité de vendre, tu pouvais pas recruter. Bon, voilà, la conclusion, elle est très simple. L'OL a vendu, l'OL s'est fait du cash, l'OL a fait des très belles ventes. Arrive à un moment donné, bon bah voilà, le mercato, il est réussi, y a pas de problème, et on espère que Lyon va finir la saison d'une bonne manière, parce que voilà, c'est quand même un beau club, il y a des sacrés objectifs, et on espère que Fonseca, qui est un super coach, va pouvoir arriver. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans les recrues, hein, c'est vraiment un top coach qui a été pris. Donc voilà, on espère une bonne fin de saison pour les Lyonnais, et on l'espère la qualification en Europa League. Et pour le coup, je vous parle d'Europa League et je tombe sur Montpellier juste derrière. Je trouve ça assez comique parce que malheureusement, la situation de Montpellier, les amis, bon évidemment, j'ai pas envie d'être méchant, de me moquer, mais forcément, voilà, Montpellier, on va pas se le cacher. Sur le terrain, c'est difficile, en dehors des terrains, c'est pas beaucoup plus simple. Voilà, c'est une saison cauchemardesque hein, pour Montpellier, il faut être honnête. Laurent Nicolin a, semble-t-il, d'ores et déjà acté la descente du club en Ligue 2. Mais attention les amis, attention, parce que j'ai parlé de Montpellier en disant Montpellier va peut-être mourir et tout ça. Montpellier a passé un sacré moment en lanterne rouge du championnat, sauf qu'ils ont gagné 2 matchs de suite il y a pas longtemps. Et pour le coup, ça leur permet de passer devant le Havre, de les coiffer au poteau, et attention, je ne dis pas que Montpellier ne va pas descendre, je pense qu'ils vont descendre, mais Montpellier a de la force. Montpellier peut être résilient jusqu'au bout, et on espère évidemment pour les supporters qui vont quand même un peu apprécier la saison, et que les choses vont s'arranger. Du côté des ventes, Montpellier devait vendre, hein, forcément, la situation elle n'est pas au beau fixe. On s'attend à ce que le club aille en Ligue 2, donc arrive à un moment donné, il faut faire les choses. On a Gabriel Barès qui lui est parti du côté de Burgos en Espagne. Moussa Altamari, on en a parlé à Rennes, pour 8 millions d'euros. Arnaud Nordin qui était en fin de contrat cet été, qui finalement s'en va pour 1 million d'euros quand même, c'est pas mal, à Mayence. Et enfin, Accor Adams du côté de Séville pour 5,5 millions. Montpellier, forcément, en difficulté sportive, devait se renforcer, c'est ce qui a été fait. Bamo Meïté arrive en prêt de l'OM avec une option d'achat. On a Nicolas Pailly, un attaquant de 21 ans, qui lui n'est pas connu du grand public et qui arrive en provenance du Puy Foot, un club, alors je ne sais plus si c'est national ou en dessous, mais voilà, toujours est-il que c'est un niveau inférieur à la Ligue 2, qui a visiblement tapé dans l'œil de Montpellier au moment où Montpellier s'est complètement fait fracasser par le Puy Foot 4-0 en coupe. Et enfin, on a Andy Delors qui fait son retour du côté de la paillade, voilà, on le sait. L'histoire c'est un peu mal fini, mais en même temps Delors a été quand même un joueur assez marquant du MHSC. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je m'attends quand même à un attaquant cramé pour le coup. Je suis désolé pour Andy Delors, voilà, mais je pense que là c'est un petit peu tard, c'est un petit peu fini. Et que c'était peut-être plus une idée recyclée, un peu du réchauffé, je trouve pas ça terrible. Après, pour défendre un peu le mercato de Montpellier, l'idée de Nicolas Pailly, je l'aime bien, franchement elle est sympathique, c'est une belle histoire. D'autant plus que si le club descend en Ligue 2, on pourrait peut-être faire comme Angers avec Esteban Le Paul, hein, voilà, qui est un joueur qui est arrivé de National, qui a brillé et qui maintenant met des doublés en Coupe de France, pourquoi pas, c'est sympa. Bamo Meïté, pareil, un bon joueur, je trouve que c'est un bon défenseur. Il arrive en prêt pour la saison, bon écoutez, voilà, c'est plutôt une bonne recrue. On espère que ces joueurs-là vont apporter à Montpellier et que ça va leur permettre un petit déclic sportif et une amélioration des résultats. Et pour la suite, je vous propose qu'on reste tranquillement dans le sud au soleil avec l'AS Monaco. La situation, elle est pas compliquée. Monaco a bien démarré la saison avec des vrais résultats, vraiment brillants, avant malheureusement de retomber un petit peu. Maintenant, Monaco ne manque pas de talent, ne manque pas de leader, et a quand même dans son effectif quelques cracks qui sont quand même bien décidés à guider le club vers la Ligue des Champions. Du côté des ventes, l'AS Monaco a fait 2 ventes, Krislin Maxima qui va en Bundesliga du côté d'Augsbourg pour 5 millions d'euros, et Enzo Matazzo qui lui va en Angleterre du côté d'Hull City pour 4 millions d'euros. Et pour les arrivées, Monaco a fait 2 arrivées également, un transfert qui est plutôt sympathique, on va dire ça comme ça.
Al-Mousrati qui arrive en prêt avec option d'achat de Beşiktaş pour environ 10 millions d'euros. Et enfin, Mika Biretz qui arrive pour 13 millions d'euros en provenance du Sturm Graz. Je trouve que le mercato de Monaco a été vraiment intéressant. Il n'y a pas eu besoin de faire 1500 mouvements. Voilà, c'est un club qui est stable, qui a du talent, qui a des cadres, qui a des cracks. Au bout d'un moment, Monaco avait pas besoin de faire 1500 mouvements. Je trouve que les mouvements qui ont été faits ont été intéressants parce que finalement, tu éjectes des joueurs sur lesquels tu ne comptais plus avec des belles sommes. Tu fais une belle recrue au milieu de terrain avec Al-Mousrati, qui est vraiment un bon joueur, très bon à Braga notamment, qui est un vrai taulier pour le coup, je pense. Et t'as Mika Biretz, qui lui, pour le coup, est un vrai petit phénomène, 21 ans, il arrive. Le mec, je vais rappeler les stats. 3 matchs à Monaco, 4 buts, un triplé déjà contre Auxerre. Bon bah voilà, au bout d'un moment, je pense que les choses sont dites. C'est un résultat assez fou pour le moment. Je pense que le Monaco de Mercato, bien sûr, le Mercato de Monaco, pardon, est réussi, qu'il y a beaucoup de qualité. Cette équipe-là, pour moi, a le niveau pour aller en Ligue des Champions sans trop de problèmes. On leur souhaite aux Monégasques. Et on passe à la prochaine équipe. Et là, malheureusement, c'est un petit peu moins glorieux. Ah oui, je suis désolé mes amis nantais, mais bon, le FC Nantes, c'est ce vieux pote, voilà, que tu revois 10 ans après, mais en fait, dans la vie, il n'a pas évolué, il est resté au même niveau. Comme d'habitude, Nantes joue le maintien. Comme d'habitude, Nantes ne fait rêver personne. Et comme d'habitude, Antoine Kombouaré est aux commandes. Bref, c'est dommage. Courage aux supporters nantais, parce que votre club, il est absolument magnifique. Franchement, moi je suis quelqu'un qui adore le FC Nantes, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un somnifère en fait. Le FC Nantes aujourd'hui, c'est un somnifère. T'as l'impression d'être dans le jour sans fin. Nantes joue le maintien. Bon, bien sûr, il y a eu des belles épopées, des belles parenthèses avec la coupe et tout. Mais globalement, en championnat, tu te fais un peu chier avec le FC Nantes. Je suis désolé. Et vraiment, gros courage aux supporters, parce que c'est pas facile. Bref. Du côté des ventes, on a Jean-Philippe Gbamin qui est parti en fin de contrat vers Zurich, si je me trompe pas, j'espère que c'est la bonne info. On a Jean-Kévin Duverne qui lui a été prêté en Belgique du côté de Courtrai. Et on a Ganago qui lui est parti en MLS du côté de New England. Mon accent est dégueulasse, désolé. Les arrivées, on a Meshak Elia qui est un attaquant des Young Boys de Berne qui arrive en prêt avec option d'achat. Pourquoi pas, ça va être un pari assez intéressant à tenter. On a Francis Coquelin, lui pareil, il a connu Villarreal, il a connu peut-être pas l'équipe de France, j'ai un doute, mais il a connu la Ligue des Champions. Un vrai bon joueur, expérimenté, il arrive libre. Lui qui était parti en fin de contrat de Villarreal, qui était donc libre de tout contrat et qui arrive cet hiver au mercato du FC Nantes. Il est en condition physique vraisemblablement et ça me semble être un pari plutôt intéressant pour un joueur de qualité. On a Saïdousso qui est un défenseur de 22 ans prêté par Strasbourg et enfin Anthony Lopez qui est arrivé librement de l'OL, qui est un super gardien pour le coup, un vrai bon renfort pour le club de Nantes. Je trouve que le mercato nantais il est cohérent, il y a de la qualité, il y a de la jeunesse. Tu t'es renforcé globalement, le mercato est plutôt propre, et je mets un super point pour Anthony Lopez, parce que pour moi, c'est un gardien qui avait besoin de nouveau en quittant l'OL, et aujourd'hui, du côté du FC Nantes, t'avais un problème et un déficit au niveau du gardien. Je trouve que Lafont était pas forcément bon, et pour le coup, t'arrives avec un gardien qui a connu la Ligue des Champions, qui a de l'expérience, qui a un charisme naturel, qui est international portugais. Bon, arrive à un moment donné, je pense que quand tu le prends libre, le FC Nantes a tout gagné dans la transaction et que voilà, c'est super. Donc bon mercato de la part du FC Nantes. Franchement, je suis bien surpris dans le bon sens. C'est plutôt cool et on espère que les Nantais vont prendre un petit peu plus de plaisir malheureusement devant leur télé à regarder leur équipe parce que c'est pas toujours facile à voir. Ah les amis, Lille, que dire ? Bah c'est pas compliqué en fait. Lille est sur une saison de tous les records en termes de densité de match. Le LOSC a joué contre Dunkerque, tenez-vous bien, son 35e match de la saison. Donc forcément, il fallait améliorer ta profondeur de banc, principalement avec un remplaçant à Jonathan David. J'ai un ami supporter du LOSC qui m'a aussi dit qu'un défenseur était attendu, mais malheureusement le deal a capoté et son arrivée aurait vraisemblablement pas fait de mal aux Lillois. Du côté des ventes, Lille a prêté Aaron Malouda du côté du Nîmes Olympique, ça c'est plutôt intéressant. Mohamed Bayo prêté du côté d'Antwerp en Belgique. Raphaël Fernandez, un défenseur de 22 ans qui s'en va en Écosse du côté des Rangers. On a Hakim Zedatka qui lui est parti en Pologne de manière définitive. Et enfin, on a Ousmane Touré, un défenseur de 19 ans qui est prêté à Saint-Etienne. Pour les arrivées, c'est pas compliqué, il a fait une recrue, forcément. Chouba Akpom, qui est pour le coup un super attaquant, je trouve. Il est vraiment très intéressant.
Je suis pressé de le découvrir, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Il arrive en prêt avec option d'achat de l'Ajax Amsterdam. En bilan, le mercato de Lille, bon, il est plutôt intéressant. Je trouve que tu prêtes tes jeunes, c'est cool, parce que ça leur permet de se développer, d'avoir du temps de jeu. Tu relances peut-être Mohamed Bayo du côté de la Belgique, lui complètement barré à Lille. Franchement, l'histoire malheureusement tourne au vinaigre, donc c'est un peu dommage, mais il faut le relancer, donc le prêt est une bonne option. Tu prends un bon attaquant, pour le coup ça fait enfin une doublure, un Jonathan David à minima crédible. Il te manque un défenseur, je pense quand même, malgré tout. En tout cas, c'est ce que mon ami supporter de Lille m'a dit. Il y avait un défenseur qui était prévu, finalement il n'arrive pas, t'es peut-être un peu court. On le sait, Lille a certes été éliminé de la Coupe de France, mais Lille a une densité de matchs de phénomène. Voilà, un truc de fou, laisse tomber 35 matchs. Ils jouent le championnat à fond, ils veulent aller en Europe, ils jouent encore l'Europe justement avec la Ligue des Champions. Bon, forcément, Lille est un petit peu embêté par le calendrier. C'est le lot des grands clubs. Lille est un vrai grand club français pour le coup. Donc ouais, je trouve que le mercato est plutôt cool. Mais ça manquait peut-être d'une deuxième recrue. Mais voilà, je suis pressé de voir Chouba Akpom à l'œuvre du côté de Lille. Ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Vous aimez la Ligue des Champions? Eh bah tant mieux, on va rester dans la thématique les amis. Bien sûr, on va parler de Brest. Brest, c'est pas compliqué, connaît une saison absolument historique. Il joue la Ligue des Champions. Il la joue avec brio, la qualification magnifique, le match à venir contre le Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, aujourd'hui Brest est dans la continuité, le club essaye et se doit de le faire, de se développer tranquillement, de manière saine, sans se précipiter, avec réflexion, et surtout un point très important, sans se voir plus beau que ce qu'ils sont réellement. Et pour ça, je trouve que Brest travaille vraiment bien. Du côté des départs, on a Axel Camblanc qui a été prêté à Valenciennes. C'est un mouvement qui est plutôt intéressant. Tu prêtes un jeune de ton club pour qu'il gratte un peu de temps de jeu. Mais ce que je voulais surtout mettre en avant, les amis, le stade brestois dans le sens des arrivées. Là, je dis Grandé. Je dis Grandé pourquoi? Parce que là, Brest a fait du Brest. Brest m'a fait kiffer. Les amis, Amidou Mamadou, un milieu de 18 ans qui a été soulier d'argent de la dernière Coupe du Monde U17 qui arrive à Brest. Et on a Justin Bourgault, un attaquant de 19 ans qui arrive à Brest en provenance de Concarneau. Et là vous allez me dire, mais le mercato brestois il est éclaté. Il est nul, il est horrible. Sauf que non, je suis pas d'accord avec vous les amis. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, l'effectif de Brest, il est en place. T'as une équipe qui est performante, t'as une équipe qui propose un bon football, t'as une équipe titulaire, t'as globalement des remplaçants, c'est plutôt cool, ça tourne bien. Y a pas besoin de se tracasser la tête à faire 1500 recrues. T'as pas besoin de ramener des joueurs maintenant, tout de suite, qui vont t'apporter. Non. Ce qui est bien, et c'est ce que j'avais dit dans la situation du club, c'est que Brest, pour moi, doit continuer de se développer intelligemment. Et rester dans ses valeurs surtout. Très important, les valeurs du club. Bah Brest a fait un truc qui m'a fait kiffer. Ils vont chercher un jeune, milieu de terrain, 18 ans. Le mec a été soulier d'argent à la dernière Coupe du Monde du 17. Alors évidemment, peut-être qu'il fera rien dans le football, peut-être qu'il va complètement flop, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sur le papier, Brest prépare l'avenir intelligemment. Tu prends un jeune qui a visiblement un véritable potentiel, tu le ramènes chez toi, tu fais de la post-formation, et peut-être que ce jeune-là, dans 2-3 ans, c'est un milieu de terrain qui est indiscutable à Brest. On le sait pas. Et pareil, pour l'attaquant, Justin Bourgault. Il arrive de Concarneau, en Bretagne, et là, les amis, ça me fait kiffer. Eric Roy avait dit un truc. Il a parlé avec Lorenzi, qui est le directeur sportif, et il a dit, ok pour les recrues, mais en fait, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Nous, on est en Bretagne, on est un club breton, on est attaché à ça. On a des traditions, on a des valeurs, on aime la Bretagne. Les amis, ils ont été chercher un attaquant à Concarneau, un vrai breton, et ça fait kiffer. Parce qu'en fait, il laisse la chance à un mec de national d'arriver, de pouvoir s'exprimer et se développer avec le club. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de sain. T'as pas besoin d'aller chercher des joueurs à l'autre bout du monde. T'as pas besoin d'aller chercher des gros noms dans des gros clubs ou quoi. Non. Tu prends un mec qui est là, localement, implanté, et qui probablement aime le stade brestois. Et ça, c'est cool. Donc voilà, les amis, le mercato de Brest, il est bon, il me fait plaisir, et surtout, il reste dans les valeurs du stade brestois. Et ça, c'est peut-être le plus beau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les amis. On va parler d'une équipe. On va parler d'une équipe, mon Dieu. Le RC Lens. Eh oui, je sais.
J'aime bien le RC Lens, c'est pas le problème. Mais là, quand tu mêles RC Lens et Mercato, non seulement il y a des choses à dire, mais il y a surtout une situation économique, les amis. Eh oui, la situation de Lens, elle est spéciale. Voilà, le club est installé en Ligue 1, et pourtant, les 100 et or connaissent une situation économique assez rudimentaire, ce qui oblige le club à s'axer sur ce mercato vers des ventes, vers un bénéfice pour les finances, dégraissage obligatoire, et la nécessité absolue de trouver des bonnes pépites à bas prix pour relancer la machine après. Du côté des ventes, forcément, il fallait dégraisser, il fallait récupérer du cash. Lens était endetté, Lens devait vraiment faire beaucoup d'argent, alors il a fallu vendre. On a Andrija Bulatovic, j'ai un petit peu de mal, qui lui a été acheté 2 millions d'euros, mais prêté directement pour finir la saison dans son club. On a une première grosse vente avec Kevin Danso du côté de Tottenham pour 25 millions d'euros quand même. On a Kembo Djiliwi qui est un défenseur de 19 ans qui lui est prêté au Mans. La très grande vente du RC Lens, Abdoukodir Khouzanov qui lui est vendu 40 millions d'euros à Manchester City. On a Sidiban qui est prêté à Annecy en Ligue 2, c'est un défenseur de 21 ans. Jimmy Cabot a pris sa retraite. Et enfin, Brice Samba qui est parti à Rennes pour 15 millions d'euros. Donc forcément, du côté des ventes, Lens a réussi son mercato, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont récupéré beaucoup d'argent, ils se sont séparés aussi de salaires importants, forcément. Donc Lens a fait des très belles ventes. Et du côté des arrivées, Lens a fait du RC Lens, les amis, tout simplement. Ils ont été chercher des cracks, ils ont fait des paris, ils ont tenté, quelque chose comme ils l'avaient fait auparavant. Ça leur avait réussi, donc pourquoi pas, encore une fois, que ça arrive. Andrija Bulatovic, j'ai vraiment du mal avec son nom à lui, je suis désolé, qui du coup a signé pour 2 millions d'euros. On a Nidal Selik, un défenseur de 18 ans, qui arrive en provenance de Sarajevo pour 2,5 millions d'euros. On a Jérémy Agbo-Nifo qui est en prêt avec option d'achat, et je crois que l'option d'achat elle est à peu près à 7 millions d'euros, donc là c'est un sacré pari pour le coup. On a Abdoulaye Ba qui est prêté par City en défense, Matthew Ryan qui arrive, gardien de but, 32 ans, qui arrive pour 800 000 euros à peu près. Et enfin, on a Godwin Koyalipou qui arrive du CSKA Sofia, pour 2 millions d'euros. Voilà, le mercato de Lens, c'est le mercato de Lens, ils ont récupéré l'argent qu'ils devaient récupérer, ils tentent des paris à la RC Lens. Pour moi, on change pas une équipe qui gagne, quelque part. Il fallait se contraindre à une situation compliquée, t'avais un vrai défi, t'avais une obligation de vente, tu l'as fait. Donc pour moi, le quota, il est respecté. Et en parlant de respect, les amis, j'aimerais qu'on pose un petit peu plus de respect sur le nom de Strasbourg. Eh oui, le Racing est une véritable bouffée d'oxygène dans notre championnat, les amis. N'ayons pas peur de le dire. Une équipe jeune, joueuse, un recrutement malin. Bon, Strasbourg est aidé par la multipropriété, ok. Mais quelle belle saison, les amis. Quelle belle saison pour Strasbourg. Et il faut le souligner. Strasbourg, pour moi, est vraiment une belle équipe. Il y a un recrutement qui est malin. Franchement, c'est propre. Bravo. Bravo les Strasbourgeois, c'est très 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 clean. Du côté des ventes, Strasbourg a prêté Vignon Mathieu Wotro à Serein en Belgique. J'ai un peu de mal avec son nom, je suis désolé. Jérémy Sebas qui est prêté à Bastia pour la saison. Coleb Willet qui est de retour à Chelsea. Mwanga, on l'a vu, prêté au Havre. So, prêté avec option d'achat à Nantes. Ensuite, on a Aboubakar Ali Abdallah qui lui est prêté aux Pays-Bas du côté d'Erenven. Et on a Milos Lukovic qui lui suit le même chemin. Pour les arrivées, c'est là que c'est intéressant. Strasbourg a fait des cracks. Strasbourg a été merveilleux, très malin. Et surtout, ils ont de l'argent. Ils le mettent à contribution d'une bonne manière. Les amis, Samuel Ameyo. Un prêt avec option d'achat de Southampton. Et là, vous allez me dire, c'est qui ce mec? Parce que c'est vrai qu'il n'est pas connu. Franchement, pour être honnête, j'ai une petite anecdote avec un camarade de classe à l'époque. On en parlait quand il était en équipe de jeunes. Et il me dit, regarde bien ce mec-là, c'est un phénomène. Les amis, il vient de s'engager à Strasbourg. Voilà, tout simplement. Et je peux vous le dire, pour l'avoir vu, pour l'avoir un peu suivi, le petit Samuel, là, c'est un crack. Et vraiment, il est très très bon. C'est un ailier très percutant, technique, franchement, impeccable. Je pense que les supporters de Strasbourg vont vraiment se régaler. Ensuite, on a le crack FM par excellence, j'ai envie de vous dire. Valentin Barco, prêt avec option d'achat pour 10 millions d'euros. Bon, voilà.
Je vais pas m'attarder dessus, je pense qu'on a tous compris. Valentin Barco, ça nous parle. Super recrue. Et enfin, on a Andrew Omobamidele, pardon les amis, il a un nom un petit peu long, qui lui arrive de Première Ligue, de Nottingham Forest, qui est un défenseur, je ne connais pas, donc pour le coup je vais attendre de voir, mais le bilan du mercato de Strasbourg, c'est que pour moi c'est un super mercato, franchement, tu fais des cracks, t'amènes de la qualité, tu prêtes tes jeunes qui n'ont pas forcément de temps de jeu ou qui sont pas dans les plans, bon, bah voilà, c'est propre, voilà, tout simplement. Alors là les amis, on tient quelque chose. On a peut-être sous les yeux le meilleur mercato de Ligue 1, et j'ai pas peur de le dire, l'Olympique de Marseille, les amis. Marseille, on le sait, est ambitieux, Marseille veut montrer qu'il est ambitieux, les Olympiens enchaînent les gros coups sur le marché, et clairement, l'OM vise la Ligue des Champions, au bout d'un moment, on va pas se cacher. Du côté des ventes, l'OM a été actif, Ismaël Koné prêté à Rennes, Bamo Meïté prêté avec option d'achat du côté de Montpellier, Paul Lopez prêté avec option d'achat à Toluca au Mexique, Lilian Brasquier a vu son prêt cassé du côté de l'OM, on a Emran Sodlo qui lui est parti en Autriche du côté de Sturm Graz, on a Niakosi qui est parti à Louvain en Belgique, Eli Wahi, 29 millions à Francfort quand même, c'est assez sympa comme vente. Enzo Sternal qui est le crack, voilà, que je voulais voir percer à l'OM, qui malheureusement s'en va du côté d'Anderlecht. Et on a François-Régis Mougueux qui lui est parti du côté de la Grèce. Et là les amis, les ventes sont plutôt sympas, mais il faut se pencher sur les arrivées. Et là, je suis désolé, il y en a 4, c'est 4 masterclass, voilà, tout simplement. Amar Dedic, un latéral droit pour 10 millions d'euros en provenance de Salzbourg. Il a connu la Ligue des Champions, il est technique, il est jeune, il a un potentiel, c'est un bon joueur aujourd'hui qui a largement le niveau. Bon, voilà, pour moi, c'est une masterclass. On a Ismaël Benasser, pareil. Oui, on va me dire les blessures, tout ça, et je le comprends, c'est un argument qui est valable. Mais là, pareil, masterclass, parce que Benasser, on le connaît, il a du talent, il a un leadership, il a un statut, il est international algérien, c'est pas rien. Voilà. Et Benasser, il a connu l'AC Milan, c'est pas rien non plus. Il arrive en prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, donc voilà, super coup. Amin Gouiri qui arrive en provenance de Rennes pour à peu près 20 millions d'euros, pareil, très bon joueur de notre championnat. Il a déjà été décisif contre l'OL, voilà, c'est un super joueur. Il va amener toute sa qualité technique. Et enfin, on a Luis Felipe qui là est un pari un peu plus quand même. Il arrive après un passage en Arabie Saoudite, à voir ce que ça va donner physiquement, mais en tout cas, c'était un défenseur vraiment bon en Italie, il a connu un passage très intéressant là-bas, il arrive libre, donc forcément le risque, il est minime. Moi, j'ai pas peur de le dire, les amis, mon avis, il est pas compliqué sur le mercato de l'OM. Masterclass, voilà, en un mot, masterclass, fin. Bref, maintenant, on va aller du côté de Nice, c'est un petit peu cocasse, mais oui, les amis, l'OGC Nice, la situation du club, c'est pas compliqué. C'est un club qui en championnat se porte bien, qui vise l'Europe, le tout malgré la baisse d'investissement chez Ineos. Malheureusement, sur la scène européenne, le moins qu'on puisse dire, c'est que Nice n'a pas brillé. Toujours est-il que sur le mercato, Frank Hayes a été interrogé, et il a tout simplement déclaré qu'il était content de son mercato, qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Aliou Baldé, attaquant de 22 ans, qui est prêté du côté de Lausanne, Isiaka Kamara, un milieu de 20 ans prêté à Dijon en national, et Rares Lié qui lui est prêté avec option d'achat en Italie, ça c'est pour les départs, et du côté des arrivées, c'est pas compliqué, il y en a une, c'est Baptiste Santamaria qui est prêté par le Stade Rennais, et voilà, visiblement Frank Hayes est content, je le comprends parfaitement, je trouve que le mercato est plutôt clean, donc bravo à Nice qui a fait quelque chose de stable dans la continuité, et qui correspond aux besoins et aux satisfactions de son coach. Allez les amis, on va aller tranquillement dans la belle terre d'Anjou, du côté d'Angers, bien sûr. Angers réalise une saison plutôt intéressante et courageuse pour tenter de se maintenir en Ligue 1, le tout après avoir été promu. Il y a eu quelques mouvements, mais le club, voilà, s'accroche, et surtout, il y a des belles surprises dans l'effectif, à l'image d'Abdelli qui est toujours aussi fort, à l'image surtout d'Esteban Le Paul qui lui est une véritable révélation. Du côté des départs, il y a eu du mouvement du côté quand même d'Angers. On a Joseph Lopi qui a été libéré de son contrat pour aller s'engager à Pau en Ligue 2. Et on a le cas de Loïs Diony qui est très spécial. Il me semble, j'ai pas très bien suivi l'histoire, qu'il y a eu une mise à pied pour lui. Une histoire de paris sportif apparemment, j'ai compris. Je suis pas sûr de ça, mais bon, c'est ce que j'ai cru voir. Finalement, il s'avère que d'après les informations
de Mohamed Toubachter qui sont tombés aujourd'hui, l'ancien buteur de Dijon va être libéré de son contrat du côté d'Angers, sa dernière année de contrat, pour aller s'engager du côté de la Turquie avec la D2. Et pour les arrivées, les amis, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'arrivée. Donc le mercato d'Angers, plutôt cool. Bon, je pense que c'est pas vraiment nécessaire de le commenter plus que ça. Bonne chance à Angers, à qui je souhaite une bonne fin de saison. On espère pour eux le maintien, ça serait plutôt cool. En plus, il y a vraiment des bons joueurs, des bonnes révélations. Moi, je kiffe Esteban Le Paul, notamment, qui est pour le coup une vraie belle histoire aussi. Donc bonne saison aux Angevins. Et on espère que vous serez en Ligue 1 la saison prochaine. Et on passe au dernier club. Les amis, je n'ai plus de voix, je n'ai plus de gorge, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain qui continue sa domination sans partage sur le plan national. Mais Paris continue aussi de viser haut en Ligue des Champions. Pour ce faire, le club de la capitale devait forcément se positionner sur des renforts d'une grande qualité, tout en restant vigilant à la profondeur de banc de son effectif, surtout au poste faible. Du côté des ventes, c'est pas compliqué. Le Paris Saint-Germain a lâché une masterclass là aussi. Randal Kolo Muani prêté à la Juve. Certains me diront, c'est pas une vente. Oui, mais en même temps, si t'avais vendu Randal Kolo Muani maintenant, tu l'aurais pas vendu pour cher. Il va à la Juve, il est en train de briller, il va remonter sa valeur marchande, et l'été prochain, le Paris Saint-Germain vendra Randal Kolo Muani à un tarif intéressant, ni plus ni moins. T'as Skriniar, pareil, qui connaît le même chemin du côté de Fenerbahçe, pareil, les mêmes raisons, je défendrai le truc de la même manière. On a Asensio en prêt sec à Aston Villa, là de même, je vais pas me répéter, mais c'est le même raisonnement pour moi. C'est un joueur qui ne jouait plus, qui n'avait plus forcément la confiance, donc c'est cool. On a une masterclass absolue, alors celle-là on l'a pas vu venir. Xavi Simons qui était prêté à Leipzig, le mec est vendu, comme ça, on nous annonce sans prévenir, vente de Xavi Simons à Leipzig pour, tenez-vous bien, 50 millions d'euros et 31 millions d'euros de bonus. Le braquage ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a aussi la vente de Cherendure du côté de la Fiorentina pour un montant entre 10 et 15 millions d'euros, les amis, quand même. C'est pas rien. Et attention, un pourcentage à la revente, parce que tant qu'à faire, autant continuer le braquage jusqu'au bout. Et enfin, on a 2 fins de contrat, une résiliation pour Juan Bernat et Serif Naga qui lui aussi est libéré de son contrat. Pour les arrivées, je pense que vous le connaissez, un petit peu ce qui s'est passé du côté des arrivées du PSG. On a Renato Marin qui est le dernier arrivé en date, un gardien de 18 ans, italien-brésilien. Il arrive libre en provenance de la Roma pour cet été, mais on a surtout eu le gros coup du mercato estival globalement, c'est Kvaratskhelia qui s'engage au PSG pour 70 millions d'euros. Je vais pas m'éterniser dessus, on le connaît, c'est un des meilleurs à son poste. Le PSG a très bien négocié, le joueur voulait venir en Ligue 1, voulait venir à Paris. C'est un super coup. Je pense que le mercato du PSG a été très bien géré, tu t'es débarrassé de tes boulets. Globalement, tu les relances un petit peu dans des championnats où ils peuvent briller et remonter leur valeur marchande. Le reste, c'est que des résiliations qui te faisaient chier, donc en vrai, tant mieux pour le PSG d'avoir vendu ça. Et après, c'est 2 masterclass avec les ventes de Simons et de Cherendure. Bref, le podcast aura été vraiment long, les amis. Merci de m'avoir écouté. Je vais de ce pas prendre un lysopaïne parce que là, je n'en peux plus. C'était Podcast FC. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir traité votre club de la meilleure manière possible. Encore une fois, je refais un petit disclaimer, mais vraiment, si j'ai fait une erreur, que je me suis trompé quelque part, je suis désolé les amis, sincèrement. J'ai essayé de traiter au mieux les clubs, j'ai essayé de respecter chacun de la meilleure des manières et de m'attarder le plus possible sur chaque club. C'était Podcast FC les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça me soutient énormément et je pense qu'après une aussi longue vidéo, ça pourrait le mériter. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets et salut.